Bonjour Maud, bonjour Loïc, bonjour à tous. Bonjour Sandrine, bonjour Bonjour Loïc. Catherine, bonjour Maud. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une grande thématique, les ancêtres, nos ancêtres militaires, parce que c'est un sujet qui nous touche tous plus ou moins. On a tous dans nos familles des parcours de soldats, que ça soit la guerre de 1870, la guerre 14-18 ou 39-45. On a voilà tous des parcours qui font écho jusqu'à nous aujourd'hui. Donc l'idée de cette vidéo, c'est un petit peu d'expliquer voilà, comment procéder aux recherches qui touchent à nos ancêtres militaires pour en savoir un peu plus sur son vécu, sur son histoire. Comment faire pour compléter les informations qu'on a déjà plus ou moins importantes. Alors voilà, qui commence? Vas-y, honneur aux dames, donc je laisse la parole à Maud pour commencer. Alors quand on a identifié un ancêtre militaire, la première chose, c'est d'aller chercher sa fiche matricule. La fiche matricule militaire, c'est une fiche qui est faite pour chaque individu homme qui est recensé pour partir au service militaire. Donc dedans, on va trouver pêle-mêle l'état civil, on va trouver une description physique de la personne, on va décrire tout un tas de choses, et son parcours militaire complet. Alors s'il n'a pas fait la guerre, je pense à avant 14 notamment, on va trouver à quel endroit il a fait son service militaire, pendant combien de temps, quel grade il a eu, etc. Et puis, s'il a fait la guerre, on va trouver tous ses états de service. Alors, à quel moment il est parti, à quel moment donc il a été mobilisé, à quel moment il est parti au front, s'il y est parti, parce que tout le monde n'y est pas allé. Voilà, ces différentes étapes, et puis s'il a été blessé, s'il n'a pas été blessé, quand est-ce qu'il est revenu, etc. Et s'il est mort pour la France, c'est aussi mentionné sur sa fiche matricule. Voilà, ça c'est la toute première phase. Après, donc là moi je suis un peu plus spécialiste de la guerre de 14, mais je sais que Loïc est un peu plus calé sur les guerres d'avant, donc si tu veux bien nous dire comment on fait pour avant. Alors juste une précision peut-être à apporter, parce que quand on parle de fiche matricule, j'imagine qu'on doit pouvoir consulter ce document aux archives départementales. Peut-être qu'on peut préciser juste... Alors, justement, oui et non, parce que Oui, non, les très bien. archives départementales, elles vont numériser toutes les classes après 1867. Donc, à partir de 1867 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, on a directement les matricules en ligne. Donc déjà, c'est énorme. C'est un gros travail de numérisation qui a pris des années. Donc, il se trouve que certaines archives départementales les avaient pas encore fait ces dernières années, et ça vient d'être fait récemment, pour certains. Après, il y a eu le projet Mémoire des Hommes qui a été lancé, et là, on peut retrouver tous les soldats qui sont décédés lors de la Première Guerre mondiale, et tous les soldats qui sont décédés également pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, c'est consultable en ligne aussi, sur le site Mémoire des Hommes. Alors ça, c'est un site complémentaire, et on a un autre site qui s'appelle le Grand Mémorial. Alors le Grand Mémorial, lui, il répertorie tous les soldats, qui soient décédés ou non, et en fait, il renvoie vers la fiche matricule du soldat sur les archives départementales de son département d'origine. D'accord. Ou celui où il a été recensé directement au moment où il était domicilié. Si ça se trouve, il était originaire de la Bretagne et du coup, il est recensé à Paris. Ça peut arriver. Et l'avantage des sites, notamment archives départementales, les fiches matricules en ligne, c'est que souvent, on peut faire une recherche par nom de soldats. Ce qui est très 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 pratique. Voilà. Alors quand on peut pas faire la recherche par nom, c'est une recherche par classe et par numéro matricule. Alors c'est facile parce que il y a des tables alphabétiques de tous les conscrits. Donc on cherche le nom de notre conscrit à nous par ordre alphabétique. On relève son numéro matricule et après ensuite on va chercher dans le registre au bon numéro matricule. Voilà, c'est vraiment très simple. Il arrive quelques fois qu'il y ait des erreurs. Ça peut arriver. Alors, on part du principe qu'il n'y en a pas tant que ça, mais oui, ça peut arriver qu'il y en ait. En général, on retombe quand même assez vite sur nos pieds. Donc, voilà, c'est une recherche qui est assez simple à faire, à mon sens. Oui. Après, il y a aussi une table pour les soldats étrangers qui ont été directement mobilisés par la France. Et il y a une table tout à la fin. Et donc, du coup, elle n'est pas forcément par ordre alphabétique, mais il y a tous les noms des soldats qui ne sont pas français et qui ont été mobilisés par la France. C'est aussi intéressant parce que dans le cadre d'une enquête généalogique ou même pour vous, si vous voulez enquêter sur un ancêtre qui n'était pas forcément français, vous pouvez l'avoir recensé en France alors qu'il était étranger. Et après, donc, ce que je disais, c'est qu'avant la classe 1867, il va falloir aller aux archives départementales, puisque malheureusement, ce n'est pas numérisé. Et là, on ne parle plus de fiches matricules, mais de cases militaires. Alors, comment ça fonctionnait? Par exemple, si vous aviez un ancêtre qui était riche
et qui ne voulait absolument pas faire l'armée. Il payait directement un remplaçant pour y aller à sa place. C'est pratique. Et on a oublié de dire, mais sur les cases militaires et les fiches matricules, il peut y avoir les condamnations des soldats. Donc, par exemple, on peut voir qu'il a été condamné pour mendicité, pour vol, pour rébellion. Il y avait des têtes brûlées aussi, hein, ils n'étaient pas tous dociles. Donc voilà, on peut découvrir ça. Et puis on peut découvrir qu'ils sont partis effectivement d'un département à un autre et trouver par rapport à leur carnet de bord directement de régiment, qu'on peut retrouver directement sur Gallica, tout le parcours du régiment jour par jour, mois après mois. D'accord. Ça c'est intéressant parce qu'effectivement, ça on le verra dans la deuxième vidéo qui suivra, puisqu'avec Adeline et Cécile, on parlera justement de retracer un parcours d'ancêtres avec notamment des sources d'archives familiales. Et par exemple, nous, on avait un certain nombre de cartes que mon arrière-grand-père envoyait, donc on avait des destinations, et je savais dans quel régiment il était, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se référer à des sites qui reconstituent tout le trajet d'un régiment, aussi reconstituer son parcours, quoi. Exactement. Alors ça, c'est intéressant justement pour rebondir là-dessus, Sandrine, c'est que on oublie trop souvent que la première source, c'est justement nos archives personnelles. On peut déjà avoir une très belle base du parcours militaire de notre ancêtre à partir de la correspondance qui a été échangée avec les proches restés à l'arrière. On peut aussi avoir les livrets militaires qui des fois nous sont arrivés aussi. Alors ça peut être rare, mais c'est pareil, dans le livret militaire il y a tout un tas d'informations généalogiques sur le parcours militaire, sur tout un tas de choses. Ça c'est très intéressant aussi, et faut pas sous-estimer aussi tout ce qu'on peut avoir chez soi avant de démarrer, parce que souvent on démarre aussi une recherche parce qu'on a trouvé ce genre de choses. Donc voilà, ça va un peu ensemble. Et pour rebondir justement sur ce qu'on disait à l'instant là sur le parcours géographique, j'ai envie de dire, sur les régiments que tu parlais tout à l'heure Loïc, on les trouve sur Gallica, on les trouve aussi sur le site, alors je vais quand même mettre un doute, tant pis, sur le site Mémoire des Hommes ou sur le site du service des archives de la Défense, justement tous les journaux de marche et opération. C'est des journaux qui ont été écrits par les gradés de chaque régiment, pareil, au jour le jour, pour expliquer tout ce qui se passait. Quand on a un ancêtre comme toi, Sandrine, qui a fait les 4 ans de la Première Guerre, on peut en fait retracer tout son parcours géographiquement au jour le jour. Et après, ce qui est intéressant de faire, c'est vraiment de prendre une carte géographique et de pointer voilà, tout son parcours et de voir les fronts sur lesquels il est allé, etc. Et en fait, à partir de là, ça, on peut mettre en perspective aussi la grande histoire. En fait, ce qu'on va vite se rendre compte qu'il a participé à des grandes batailles dont on connaît tous les noms, etc. Donc, en fait, ça permet de mettre un peu aussi de hauteur dans tout ça. Souvent, il y a un état des pertes aussi, jour par jour. Soldats, alors souvent, les gradés leurs noms sont écrits. Les soldats, c'est plus rare, mais ça donne un état des pertes et ça rend très concret en fait le parcours de notre ancêtre. Donc c'est vrai que c'est une source qui est vraiment pas à négliger quand on fait la généalogie d'un ancêtre militaire. Ouais. Il y a une autre source que moi je trouve intéressante qui justement on a sollicité quand nos ancêtres ont pu avoir des médailles. Le journal officiel aussi, c'est une bonne source pour recouper justement ces nominations où on retrouve trace de justement ces décorations. Oui, décorations par là, de leur vivant ou décorations posthumes d'ailleurs. Ouais. Et on a aussi une autre trace, la base Léonard, où on peut avoir des ancêtres militaires qui ont été médaillés directement de la Légion d'honneur. Oui. C'est possible aussi. Bon, c'est pas pour toutes les familles, on est bien d'accord, mais ça peut arriver qu'en remontant par telle branche, on puisse en trouver un. Et après, on a aussi toute la base de la Croix-Rouge. Alors, c'est pour les prisonniers de guerre. Et on a aussi, par rapport à ça, donc tout ce qui renvoie à des prisonniers de guerre avec leur dossier. Donc, il faut le demander, mais c'est très long. Maud, c'est combien de temps qu'on doit attendre ? Environ 3 mois, dans le meilleur des cas. Donc, il faut être patient. Et on peut également voir les négatifs qui ont été envoyés de la Croix-Rouge à la famille en disant « Ah, je suis vraiment désolé, on l'a pas trouvé dans le camp de prisonniers. Donc, soit votre mari, il est disparu, soit il est décédé au front et on n'a pas retrouvé son corps. » C'est assez émouvant de lire certains témoignages sur certaines fiches de la Croix-Rouge. Ouais. Oui, ça donne vraiment, on rentre vraiment dans le côté sensible dont on parlera dans le deuxième volet, mais c'est vrai que c'est touchant. De connaissance, effectivement, par rapport à ma propre histoire familiale, c'est le cas. Mon aïeul qui a du coup, on n'a pas retrouvé son corps, donc la Croix-Rouge a envoyé à sa veuve
bah, désolé, votre mari, on l'a pas retrouvé dans le camp de prisonniers, donc il est soit disparu, soit il a été enseveli et on ne retrouvera pas son corps. Les archives qui concernent les prisonniers de guerre, alors la Croix-Rouge, comme tu disais Loïc, bon, c'est une des plus grosses sources sur les prisonniers de guerre, notamment de la guerre de 14, encore une fois, moi je vous parle principalement de ça. Ça peut arriver que dans les départements, on trouve aussi des choses concernant les prisonniers de guerre, des fichiers qui ont été établis par département. Souvent, le département envoyait des colis à Noël, à différents moments de l'année, parce que les familles ont signalé qu'il était disparu, donc on l'établit dans le fichier aussi, et on peut trouver qu'il est prisonnier de guerre. Alors, souvent, c'est des fichiers qui sont vraiment consacrés à l'aide concrète. On leur envoie des chaussettes, on leur envoie à manger, du savon, enfin voilà, c'est des choses vraiment très très concrètes. Ça sert pas forcément pour les retrouver, les faire revenir. Alors moi, je vais parler notamment en Loire-Atlantique, parce que moi, je connais bien ce département-là. En Loire-Atlantique, on a tout un tas de comités d'aide qui sont mis en place dès le début de la guerre. Alors, ça va des femmes de la haute société nantaise qui se mettent en espèce d'association pour aider les prisonniers. Après, il va y avoir le département en tant que tel, il va y avoir des anciens combattants, il va y avoir tout un tas de gens comme ça qui vont se mettre en... Aujourd'hui, on dirait association. À l'époque, on disait plutôt comité. Bon, c'est un peu le même principe. Pour envoyer des colis au maximum à tous les prisonniers du département. Dans ces archives-là, on retrouve souvent des listings de prisonniers. On retrouve souvent des courriers qui sont échangés avec le camp, qui sont échangés avec le prisonnier en tant que tel, pour savoir comment il va, etc. Il y a aussi tout le volet marraine de guerre aussi, qui est très fort. Enfin, je sais qu'en Loire-Atlantique, on a quelques archives là-dessus. On a récupéré la correspondance des marraines de guerre. Elles ont un prisonnier qui souvent n'a plus de famille ou voilà, ou n'a pas les ressources suffisantes, voilà. Donc il y a les marraines de guerre qui interviennent là-dessus. Donc ça peut être des sources aussi qui peuvent être très intéressantes pour suivre le parcours du prisonnier. Parce qu'à fois, on va se rendre compte que hop, il a été transféré dans un autre camp. Donc on essaie de savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il y fait. Enfin voilà, on peut avoir des tout petits indices, mais mis bout à bout, on peut continuer à tirer un petit peu le fil de son parcours. Voilà, on se rend compte que finalement, il y avait des gens à l'arrière qui pensaient à eux et que souvent, quand on a une toute petite carte postale en retour en disant merci, j'ai bien reçu le colis, ça devait donner du baume au cœur à un moment donné. Et voilà, donc c'est des sources aussi qu'il ne faut pas négliger aux archives départementales. Alors, encore une fois, tous les départements ne sont pas égaux sur ce type de sources, parce qu'il y a des départements qui n'en ont pas du tout, pour diverses raisons, incendie, dégâts des eaux, tout ce que vous voulez. D'autres qui sont très très garnis. C'est un peu petit bonheur la chance, mais bon, des fois, on a des bonnes surprises. Il existe aussi le site du Ch'timiste, où on a plein de photos de soldats par régiment, et on a même des fois des carnets de bord de soldats qui racontent directement leur histoire par rapport à leur service militaire, ce qui est très très intéressant, et chacun peut contribuer à cette base. Donc par exemple, si vous cherchez un soldat dans le 119e régiment d'infanterie, vous allez regarder 119e régiment d'infanterie, vous allez peut-être trouver votre aïeul avec directement ses compagnons d'armes. Peut-être aussi quelque chose qu'on peut évoquer, un fonds supplémentaire. Qui dit guerre dit malheureusement blessure, ou en tout cas peut-être en lien avec des hôpitaux, ou est-ce qu'il y a des archives médicales, ou je ne sais pas. Enfin, peut-être que vous pourriez dire un mot là-dessus. Il existe des archives médicales parce qu'on peut avoir par exemple à Caen pas mal d'archives qui sont recensées pour des soldats qui ont été blessés, qui ont été hospitalisés dans des hôpitaux médicaux directement par rapport à l'armée. Et du coup, Maud, est-ce que tu peux en parler un peu plus par rapport à ça ? Alors on va trouver donc c'est toujours les archives de la Défense quand Loïc dit à Caen, c'est toujours les archives de la Défense qui sont localisées à Caen et à Vincennes principalement. Quand la guerre s'est terminée, les archives des hôpitaux ont été rassemblées alors à Caen ou à Vincennes selon. Et en fait, à l'intérieur de ça, on va trouver les dossiers des blessés, des délais de communicabilité, ils ont 200 à 120 ans. Ça n'empêche pas d'essayer d'envoyer un petit mail. De toute façon, il faut toujours jeter des bouteilles à la mer. Donc c'est le service historique de la Défense, voilà, à Caen. Donc faut aller sur leur site internet. Ils ont des formulaires très classiques à remplir. Vous aurez une réponse. Alors faut être un petit peu patient, mais la réponse finit toujours par arriver. On est bien d'accord qu'il faudrait bien plus qu'une vidéo pour vraiment parler de long en large de cette thématique. Mais en tout cas, on voulait déjà vous donner des éléments pour poursuivre vos recherches sur un ou des ancêtres militaires. Si on a envie vraiment de pouvoir avancer grandement dans ces recherches, c'est de contacter des professionnels tels que vous, pour qui les archives n'ont pas de secret. Donc je pense que là, c'est une bonne façon de faire avancer les enquêtes familiales en cours. Et puis donc du coup, dans la prochaine vidéo, nous allons vous parler justement, une fois que l'enquête a bien avancé,
la façon dont on peut valoriser justement l'histoire, la vie de son ancêtre militaire. Il y a vraiment plein de façons de le faire et de pouvoir peut-être rendre hommage ou mettre parfois en lumière certains parcours de l'ombre. Voilà, donc rendez-vous dans un prochain numéro du coup. Merci Loïc et Maud. Merci Sandrine. Merci. Au revoir. À bientôt.